Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de sockets en Python. Ce que je vais vous raconter, ma source principale, c'est ce livre-là, Foundation of Python Network Programming. Alors moi, j'ai que la deuxième édition, mais bon, ils ont sorti une nouvelle édition. J'imagine qu'ils ont corrigé plein de bugs que j'avais trouvés, etc. Alors, première question, pourquoi utiliser des sockets? Première raison, la plus évidente, parce qu'on peut, que l'API request que Fabien nous a présenté, c'est pour les faibles, et on préfère quand même faire tout nous-mêmes, parce que c'est quand même beaucoup plus amusant. Sinon, ça pourrait être aussi parce que l'API qu'on a à disposition, il n'y a pas les options qu'on a envie d'utiliser. Ça pourrait être parce que, on veut écrire le nouveau protocole Bitcoin et avant d'écrire le RFC, il faudrait être sûr que ça peut être implémenté. Ou bien pour des raisons d'efficacité, une fois qu'on en a marre d'envoyer des fichiers de 5 gigas encodés en XML à travers HTTP et qu'on se dit que peut-être envoyer juste 5 valeurs numériques, ce serait un petit peu plus efficace. Et donc, on peut avoir envie de faire de la programmation réseau à un niveau un petit peu plus bas que HTTP, XML et consorts. Alors, 99,99% des applications réseau sont des applications client-serveur, où il y a deux machines, donc un client et un serveur, qui ont a priori deux adresses IP différentes. Et sur les machines modernes, on peut avoir plusieurs services qui tournent sur la même machine physique. Et donc, pour distinguer ces différents processus dans les connexions réseau, il faut un petit peu plus que juste l'adresse IP. Il faut aussi ce qu'on appelle un numéro de port. Et donc, on va dire que les numéros de port vont utiliser des nombres différents. Et donc, l'adresse d'une application sur une machine, c'est la combinaison de son adresse IP et de son numéro de port. OK. Alors, donc on a dans le modèle client-serveur, on a deux processus, un client, un serveur. Le serveur attend que quelqu'un se connecte ou que quelqu'un fasse une requête et propose un service. Le client se connecte sur le serveur pour demander un service. Évidemment, dans certains protocoles, un processus particulier peut être à la fois client et serveur, et possiblement pour différents services. Good. Alors, le modèle de programmation le plus simple, c'est le modèle UDP. Donc, le modèle UDP, c'est un modèle qui correspond à un service de courrier électronique, c'est-à-dire je mets tout ce que j'ai à dire dans une enveloppe, j'envoie l'enveloppe et l'enveloppe arrive en bloc sur la machine avec laquelle j'essaye de communiquer. Donc en UDP, on a notre machine client, notre machine serveur, et on s'envoie des datagrammes UDP, donc chacun a son adresse IP et son numéro de port, et puis a priori ça devrait bien se passer. Alors, de manière un petit peu plus concrète, qu'est-ce qui se passe sur le client et qu'est-ce qui se passe sur le serveur? Au niveau de l'API des sockets, le serveur, lui, il va créer une socket et il va l'associer à un numéro de port. Donc c'est le processus du bind. Une fois qu'il a fait ça, il va lire un datagramme, c'est-à-dire un paquet UDP que quelqu'un lui aurait envoyé, et il va faire un traitement très approfondi de ce paquet, calculer son service et envoyer la réponse. Et puis ensuite, il va recommencer en attendant que quelqu'un d'autre veuille utiliser son service. Et ce que va faire le client va créer une socket, il va créer et envoyer un datagramme. Ensuite, il va lire la réponse du serveur et puis ensuite, il va fermer la socket. Alors, initialement, j'avais prévu de tout faire en slide, mais comme c'est Python Workshop, je me suis dit, on va être joueur et on va essayer de le faire en vrai. Donc, le code Python, hop, ça je vais le passer. Donc, le code Python côté serveur, c'est à peu près ça, mais je vais basculer sur le notebook. Alors, hop, je repartage le notebook, il est là. Donc, là, vous voyez le notebook, j'espère.
Donc, Oui, un serveur oui, on le UDP, voit. donc, OK. Donc, comment ça se passe? Donc, vous avez la bibliothèque à importer, from socket. Vous avez le numéro de port sur lequel le serveur va tourner. Ensuite, ben, vous créez la socket. Donc, ça se fait avec socket AEFINET socdegram. Donc, AEFINET pour dire c'est une socket Internet et socdegram pour dire c'est une socket UDP. Ensuite, je fais le bind sur le numéro de port. Donc ici, ce premier argument, c'est en fait sur quelle adresse IP je veux faire le bind. Si c'est une chaîne vide, ce sera sur toutes les adresses IP de ma machine. Je dis que je suis prêt. Ensuite, j'ai une boucle infinie où je fais un receive. Donc je veux recevoir un datagramme d'un client. Ça me renvoie deux choses. Ça me renvoie le contenu du message et ça me renvoie l'adresse du client. Ensuite, c'est un serveur qui fournit un service hyper utile, c'est de mettre en majuscule une chaîne de caractères. Okay. Donc, mon message modifié, c'est le message que j'ai reçu mis en majuscule. Et ensuite, eh bien, sur ma socket, j'envoie mon message modifié avec l'adresse du client qui m'a contacté. Okay. Et donc ça, ben, on va essayer de l'exécuter. Alors, je n'ai pas réussi sur le notebook à mettre le client et le serveur dans le même notebook. Apparemment, il y a un problème avec exécuter deux processus sur le même notebook. Je n'ai pas trouvé comment faire et comme je ne m'y connais pas trop, ça va pas bien. Donc là, Je peux me oui, permettre, je t'explique pourquoi, à mon avis, c'est que ton serveur, il faut qu'il tourne en arrière-boutique. oui. Et en fait, ta cellule, elle s'achève à partir du moment où elle est finie d'être exécutée, mais je suis pas sûr que tu puisses avoir deux cellules qui tournent en même temps dans la manière dont marche Jupyter Notebook. Bah, en fait, il faudrait que tu fasses un subprocess. Avec un subprocess, tu y arriverais, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Alors, j'ai essayé les subprocess, mais ça pose d'autres problèmes. Je vous expliquerai après. Ok, ça marche. Donc là, pour l'instant, le workaround que j'ai trouvé, c'est de faire deux notebooks. Donc, Ça marche aussi. tous les serveurs et un pour tous les clients. Donc là, j'ai mon serveur, je le lance, il me dit bien je suis prêt, et j'ai le client correspondant. Donc le client, il y a donc l'adresse IP du serveur. Ici, je suis sur localhost. Le numéro de port, il faut que je vérifie que c'est bien le bon. J'ai une socdegram. Donc le client, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à l'utilisateur une chaîne de caractères. Il l'envoie sur la socket avec l'adresse IP du serveur, le numéro de port du serveur. J'attends le retour du serveur, j'affiche le message modifié du serveur et je ferme la socket. Okay. Donc si j'exécute ça, je mets ça, et là, c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit byte-light object is required, not str. C'est-à-dire que ce qui transite sur un réseau, c'est-à-dire avec send-to et receive-from, c'est des chaînes d'octets et pas des chaînes de caractères. Donc, pour que ça marche, donc ça marchait quand c'était en Python 2x, donc tous les exemples de son bouquin en Python 2, ça marchait, mais du coup, ça ne marchait pas en Python 3, et donc en Python 3, donc Fabien nous l'a déjà expliqué dans un truc, ce qu'il faut, c'est encoder et décoder. Donc, pour extraire une chaîne de caractères à partir d'une chaîne d'octets, on décode, et pour convertir une chaîne de caractères en chaîne d'octets, on encode, si possible en utilisant le même Juste, encodage. je peux t'interrompre parce qu'après j'ai oublié. Client adresse, donc là, ça va être un tuple IP port, c'est ça? Ou c'est... Oui, Ok, oui. merci. Donc là, je lance le serveur en Python 3. Je passe sur mon client Python 3 qui fait le encode du message et le décode du message reçu. Et je l'envoie. Et là, magie, j'obtiens ma chaîne de caractères en majuscule et mon serveur a bien dit « Ah bah tiens, voilà, j'ai envoyé la chaîne de caractères en majuscule ». Donc, vous voyez, là, en moins de 10 lignes, je peux faire un serveur, je peux aussi faire un client et commencer à m'amuser.
Alors en UDP, on peut faire d'autres choses. Là, je vous ai mis un autre exemple. Sébastien, j'ai juste une question. Oui. Je vois le récit from 2048. 2048, ça correspond à quoi? Alors 2048, c'est le nombre d'octets que je suis prêt à recevoir. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Là, pour D'accord, l'instant, je me doutais qu'il y avait une taille de quelque chose, en fait. voilà, donc c'est, je suis prêt à recevoir 2048 octets. C'est une très bonne question, hein. Et peut-être que j'en recevrai moins, mais en tout cas, j'en recevrai pas plus. Et si tu en reçois plus, là, tu plantes, c'est ça ou tu... Non, 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 je reçois les 2048 premiers. Et t'arrêtes. Et, Non, c'est pas t'arrêtes, c'est que tu dois consommer les suivants ensuite. C'est la taille de ton buffer, en gros. Voilà. J'en parlerai tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, un autre petit exemple, un autre serveur donc, qui reçoit un truc, mais il se fiche de ce qu'il reçoit. Donc là, j'ai mis un underscore. Et à chaque fois qu'il reçoit un truc, il envoie un pong sur celui qu'il a renvoyé. Donc, je vais lancer ce serveur-là. Il est sur le 1, 2, 3, 4. Et là, sur mon client, j'ai bien 1, 2, 3, 4. Donc, je vais envoyer 1000 paquets UDP. Et je vais essayer de calculer le TTL, c'est-à-dire le différentiel entre le paquet, la réponse reçue du serveur et le moment où j'ai envoyé mon truc. Donc, je regarde quelle heure il est, j'envoie un ping au serveur, je fais un receive from, je me fiche de ce qu'il m'a renvoyé, je regarde quelle heure il est, donc je mets à jour ma somme des TTL, je fais la moyenne et ensuite j'affiche la moyenne. Donc là, j'en fais 1000, j'exécute. Bon, là, je suis sur localhost, donc ça se compte en 182 000 nanosecondes, donc c'est pas énorme. Mais, donc ça, c'est tout de suite un petit peu plus peut-être intéressant si je voulais faire, du monitoring de mes machines. Ok, donc ça c'est pour UDP. Alors, après, je passe direct sur TCP, ouais, c'est ça. Alors, je vais revenir au slide, sauf s'il y a des questions pour l'instant. La question tarte à la crème par rapport à UDP, c'est du coup, s'il y a quelque chose qui foire, ton programme client, par exemple, va rester bloqué, quoi. Oui, tout à fait. Et je vais en parler très bientôt. Ok. Juste une micro-remarque, même si j'ai compris que c'était un exemple. Le jour où tu veux faire un ping UDP, c'est un peu dommage d'avoir à déployer un serveur juste pour ça. Donc, c'est pas comme ça qu'on ferait dans la vraie vie, mais je trouve l'exemple intéressant malgré tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Si on va par là, il y a un moyen plus simple de mettre les chaînes en caractère aussi, en uppercase. Oui, c'est probable. On n'est pas encore sur un service 10x par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est le résumé avec le nom des fonctions qui sert à quoi et à qu'est-ce. Voilà. Donc les chaînes et les octets, ça, c'est encode et décode. Fabien, vous l'avez dit. Hop. Alors, on va passer maintenant à TCP. Donc TCP, c'est légèrement différent parce qu'on établit d'abord une connexion via un TCP handshake, donc la séquence de paquets SYN, SYNAC, ACK. Et ensuite, on échange des octets entre un client et un serveur. Et normalement, c'est supposé fiable. Il y a les mêmes choses que tout à l'heure, c'est-à-dire une adresse IP, un numéro de port. Et ça va se passer presque pareil, sauf que il va y avoir un établissement de connexion du client vers le serveur. Et ensuite, on va pouvoir envoyer les choses sans préciser à chaque fois quelle est l'adresse du serveur ou quelle est l'adresse du client, puisqu'on est déjà connecté et donc on sait à qui on parle. Alors, la manière dont ça se passe sur le serveur, donc on crée la socket, on l'associe à un numéro de port, et ensuite on attend une connexion d'un client. Et là, du coup, sur le serveur, on va avoir en fait deux objets sockets. Un objet socket sur lequel on va attendre des connexions, et un objet socket sur lequel on va communiquer, c'est-à-dire faire des sends et des receives d'octets. Donc, une fois que le TCP handshake a eu lieu sur le serveur, eh bien, on va obtenir une nouvelle socket, une socket de connexion pour gérer ce client-là. À ce moment-là, on peut lire sa requête,
on fait le calcul, on lui envoie sa réponse et on ferme la socket de connexion, sachant que la socket serveur, elle est toujours là. Et elle permet de faire un nouveau TCP on-check avec un autre client qui va se connecter et faire les choses. Du côté du client, pas grand-chose n'a changé, si ce n'est qu'on a une étape intermédiaire de création de connexion. Donc ça, c'est avec les échanges d'informations. Et donc là, je vais repasser sur le notebook, puisque pour l'instant, il a l'air de marcher. Alors, partage. Donc là, j'ai mon serveur TCP, donc on peut regarder ligne par ligne, donc from socket import. Donc là, un truc différent, c'est le sock stream à la place de sock diagram pour dire que c'est une socket TCP. Ensuite, il y a une autre ligne qui est souvent utile, surtout quand on débug son serveur, c'est pour dire que on va réutiliser l'adresse qu'on vient d'utiliser, sinon il y a une temporisation de plusieurs minutes une fois que le processus serveur est fini, avant de pouvoir réutiliser l'adresse. Mais j'ai eu plein de problèmes avec Jupyter Notebook qui refusait de me réallouer les adresses. Donc je ne sais pas si ça marche vraiment dans un notebook, mais pas dans un notebook, ça marche plutôt bien. Ensuite, je fais un bind et ensuite, je fais un listen. Donc, listen, c'est une fonction qui sert à dire, cette socket-là, en fait, c'est une socket qui va me servir à attendre des connexions via un TCP on-check. Ensuite, j'ai ma boucle infinie. Donc, socket de connexion, serveur socket. Donc là, il y a une première fonction qui s'appelle accept, qui dit que j'attends qu'un client se connecte et fasse son TCP on-check. Et ce que renvoie cette fonction, c'est une nouvelle socket, qui est la socket qui va servir à communiquer avec ce client. Alors, cette adresse ici, je l'ai mise, mais en fait, je ne vais pas m'en servir, parce qu'une fois que ma connexion est établie, tout ce que j'envoie, ça ira sur ce client sur lequel j'ai fait le accept. Ensuite, je fais un receive, donc c'est plus receive from, c'est receive, et donc ça ne me renvoie plus l'adresse du client, ça me renvoie juste le message. Ensuite, je fais mon traitement élaboré de mise en majuscule, et ensuite, je fais un send et pas un send to. Donc vous voyez, il n'y a plus le paramètre avec l'adresse du client. Je sais à qui je parle parce que c'est ce client-là qui a fait la connexion. Et ensuite, je fais le close. Et donc J'ai là, une petite question, Sébastien. oui. Le serveur tel que tu l'as écrit ici, il supporte la connexion d'un seul client ou potentiellement de plusieurs clients? Alors, là, il supporte la connexion de plusieurs clients successifs. D'accord, non concurrent, en gros. C'est-à-dire qu'au niveau TCP, TCP va possiblement faire le SYN-SYNAC ACK pour plusieurs clients. Par contre, le accept ne va retourner sur le serveur que pour un client à la fois. Et donc, les autres clients, ils vont attendre. D'accord. C'est-à-dire, il y aura bien la connexion TCP qui aura eu lieu. Par contre, ils seront toujours en train d'attendre, etc. Et le listen, là, j'ai mis un listen à 1, j'aurais pu mettre un listen à 5. En fait, c'est combien de SYN, SYNAC, ACK on peut avoir en cours d'établissement avant de dire au client non, là, Donc vraiment, tu ne peux là, plus te connecter. tel que tu l'as écrit avec le listen 1, pour le moment, ça n'accepte qu'un seul client. Si tu mettais le listen 10, tu pourrais avoir jusqu'à 10 clients, mais les 9 suivants devraient attendre que le premier est fini, quoi. Et c'est 10 clients qui font l'établissement de connexion TCP à la fois. Ce n'est pas 10 clients simultanés, en fait. Mais je vais... Plus tard, ce sera plus clair. Ok. Mais listen de 1, c'est souvent pas vraiment bloquant. Ok, donc là, je vais lancer le serveur. Ah, ça ne marche pas. Je n'ai pas tué ce serveur. Voilà, c'est pour ça, j'espère. Et là, il me dit adresse already in use. Pourtant, je viens de le tuer. Bon. Donc, je change mon adresse. Je suis désolé, ce n'est pas très beau. Voilà. Donc là,
j'ai mon serveur TCP qui est content, qui écoute sur le port 1235. Alors, je vais aller sur mon client TCP. Donc, mon client TCP, je vais lui mettre le même numéro de port que le serveur. Donc, qu'est-ce que je fais sur mon client? Je crée une socket et je fais connect avec l'adresse IP du serveur, le numéro de port du serveur. Ensuite, je demande mon message, je fais le send, je fais le receive, je fais le decode, je fais le close. OK, donc c'est pareil. Et ça marche. Cool. Donc là, le serveur n'affiche rien, mais bon, le client a bien reçu la chaîne mise en majuscule. OK. Après, sur plusieurs clients, on va le faire après. On va le faire après. OK. Donc là, pareil, donc en TCP, c'est pas beaucoup plus compliqué, même s'il y a 2 objets sockets dont il faut s'occuper. Du côté du client, il y a à peu près pas de ligne de code plus compliquée. Alors, je vais revenir sur les slides. Hop. Donc là, c'est voilà, je crée la socket. C'est bon, c'est les noms des fonctions qu'il faut appeler à chaque étape. Et voilà. Alors, là, je vais rester sur le notebook, mais pour autre chose. Hop, je vais revenir au notebook en fait. Normalement, je l'ai mis. Voilà. Alors, il y a plein de fonctions très utiles pour obtenir l'adresse IP d'une machine, ou inversement le nom d'une machine à partir de son adresse IP. Et bon, le nom de ces fonctions, donc là, je vais exécuter ça. Et là, ça ne marche pas parce que mon serveur est encore en train de tourner. OK. Voilà. Alors, getHostName, ça me donne le nom de la machine en local. Bon, là, vous pouvez constater que je suis sur un Mac. FQDN, c'est Fully Qualified Domain Name, donc c'est le nom de votre machine, votre nom de domaine. Bon, là, ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, je peux avoir envie d'avoir l'adresse IP d'un site. Donc, c'est getHostByName. Donc là, ça fait une requête DNS, et puis ça me renvoie l'adresse IP de libsys.fr. Ensuite, je pourrais faire un getHostByAddr. Donc là, je donne l'adresse IP, et ça me donne une machine qui s'appelle tut.rsr.libsys.fr avec diverses autres informations. Et puis, si je veux avoir mon adresse IP, je peux utiliser, je prends le nom de ma machine, et puis ensuite, je fais un getHostByName et j'obtiens mon adresse IP à moi. Donc, ça, c'est mon adresse IP. Juste, il n'y a pas de getHostAddr, c'est ça que tu dis? J'ai pas essayé, mais peut-être que si. Ça ferait quoi? Ça donnerait l'adresse IP. C'est ce que fait getHost by ADDR, non? Pardon, c'est ce que fait getHost by name? Oui, mais ton adresse locale, en fait. Ah, mais ton adresse locale, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, tu as plusieurs interfaces sur ton ordinateur. Donc, c'est quelle adresse de quelle interface? Ça reviendrait à dire que tu n'as qu'une seule adresse IP, mais d'un point de vue système, en fait, tu as typiquement la loopback, ta carte Wi-Fi, etc. Donc, ton adresse IP, ça n'a pas de sens, il y en a plusieurs. OK. Voilà. Bon, très bien, merci. Après? Donc ça, c'était les fonctions bien connues qu'on utilisait en C pour les adresses IPv4. Et ensuite, il y a IPv6. Et là, ça devient un peu le bazar, sauf qu'il y a une nouvelle fonction qui est arrivée qui s'appelle getAddrInfo. Et getAddrInfo, ça nous balance tout un tas de machins. Ça nous envoie, donc là, j'ai fait un getAddrInfo de la machine www pour le domaine libsys.fr, et ça me renvoie une espèce de liste qui me donne des informations relatives à des sockets que je peux ensuite utiliser dans l'appel socket
ou dans l'appel connect. Donc en particulier, là, j'apprends que sur cette adresse, bien, donc www.ellipsis.fr, donc ça marche en IPv4, donc AEFINET, ici AEFINET. Ça marche en UDP, SOCDEGRAM, SOCSTREAM, et c'est sur le port 80, sur cette adresse IP-là, dans les deux cas. Alors après, j'en ai fait un autre sur www.google.fr. Et google.fr, ça me renvoie à un truc un peu plus gros. Et donc google.fr, je vois que je pourrais avoir deux types d'adresses, des IPv6 en UDP à cette adresse-là et au numéro de port 80. Pareil en TCP et aussi en IPv4 avec en UDP et en TCP. Donc www.google.fr, on peut s'y connecter en IPv6. Et sur le Lynx, le Lynx, il supporte UDP, il supporte TCP sur le port 80, mais que en IPv4. Et donc, cette manière de faire, en fait, ça permet d'écrire du code qui soit plus ou moins portable entre IPv4 et IPv6, en utilisant les infos qui sont retournées par getAddr-info pour, d'une part, créer la socket et se connecter à la socket. Et puis, du côté du serveur, c'est moins utile, puisque le serveur, a priori, n'a pas besoin de se connecter à quelqu'un, donc de connaître son adresse. Il obtient les informations de l'adresse de celui qui se connecte au moment du accept. Petite question, Sébastien, pourquoi le www, il n'est pas avec le reste du FQDN? Là, c'est pas un FQDN. Alors, peut-être qu'on peut mettre directement le FQDN, mais là, j'ai juste pris la version de la fonction où il demande le nom de domaine puis le nom de machine. Ah oui, d'accord. Après, est-ce que la fonction existe avec tout? On va regarder. Non. Je me suis embêté avec une question. C'est juste, je me souviens quand j'étais gamin, le grand jeu, c'était de scanner les ports. Et là, j'ai l'impression que directement, tu as une liste de ports qui t'est offerte. Qu'est-ce que je loupe là? Ouais, ça Alors m'a là, surpris tu aussi. as la liste de ports sur laquelle cette va écouter. Mais donc, tu lui demandes quels sont tes ports et elle va te répondre sans filtre, tape-moi là, là, là et là. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça m'a surpris aussi que ce soit aussi simple d'avoir la liste des ports sur lesquels la machine écoute. Et justement, tu es censé avoir un port de départ. Est-ce que tu as un port qui te permet de demander la liste des ports? Enfin, si tu vois, c'est ce genre de truc qui. Alors, je ne Pour la t'avoue dernière question, non. Donc, Mais par contre, effectivement, tu peux sonder les ports avec ce genre de stratégie. Donc, tu as des outils comme Nmap qui servent justement à tenter d'établir des sockets vers des machines et voir si ça répond ou pas. Enfin, en fait, vérifier si le port est ouvert, c'est pas forcément si évident que ça. Parce que là, par exemple, la stratégie qui est établie, c'est ouvrir un socket. Mais si tu regardes les détails de Nmap, il y a d'autres techniques. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne les connais pas moi-même. Mais effectivement, tu pourrais scanner les ports d'une machine avec cette stratégie. Par contre, ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'à aucun moment tu dis que tu veux spécifiquement regarder est-ce que le port 80 est ouvert ou pas avec cette stratégie. Donc, est-ce que c'est lié à la manière dont est codé getAddr-info ou est-ce que implicitement elle scanne un certain nombre de ports par défaut? Ça, c'est un peu la question. et je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de scanner autre chose que des sites web, mais ça pourrait être très Tu amusant. peux essayer de scanner par exemple git.links.fr et tu verras si le port SSH est visible. Alors, attends. Change juste www par git. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, il y a le port 9418 qui est ouvert. Ouais, donc on voit pas tous les ports. Là, typiquement, le port SSH qui est ouvert, il n'est pas visible.
Ok. Ok. Après, pourquoi est-ce qu'il choisit ces numéros de port-là? Peut-être qu'il essaye de deviner en fonction du nom de la machine quel numéro de port est intéressant, je ne sais pas. Ok. Bref. Alors, une autre question qui se pose très régulièrement, c'est l'ordre des octets à travers le réseau. Là, pour l'instant, on a envoyé des chaînes d'octets et on contrôlait tout, mais parfois, on peut avoir envie d'envoyer des entiers ou des flottants ou n'importe quoi, à vrai dire. Et donc, pour ça, il y a Je vais deux... peut-être. Attends, je vais t'interrompre 2 secondes avant que tu te lances. Je viens juste de regarder la doc là et en fait, c'est parce que je pense que en mettant 3W, tu demandes le service 3W et tu as des services dans ETC Services, tu as une liste de ports qui peut correspondre à 3W et ça doit être ça qui est renvoyé. D'accord. Ok. Bon, d'accord. Donc, je reviens au numéro de port. Et donc ici, je n'ai pas envie d'envoyer juste des chaînes de caractères ou des chaînes d'octets, mais que je veux envoyer des vraies valeurs. Eh bien, la question se pose de savoir dans quel ordre les octets sont envoyés. Parce que suivant les machines, suivant que je suis en Python ou en Java ou etc., les octets ne sont pas envoyés dans le même ordre. Et donc pour ça, il y a deux fonctions qui existent, qui sont dans le package struct, qui s'appellent pack et unpack. Donc pack, ça dit, je veux générer une chaîne d'octets à partir de une valeur qui serait la valeur d'une variable. Et donc là, ce que dit la première chaîne, c'est que je veux encoder, ce que je vais envoyer en paramètre, c'est un entier, donc d'où le i. Et ensuite, il y a dans quel ordre j'envoie les octets. Donc là, le premier pack, donc là, mon octet, enfin mon entier 1, 2, 3, 4, en hexa, ça va être un 0, 4, D2. Et si c'est un entier, il va être sur 4 octets, et donc je peux l'envoyer avec l'octet de poids fort en dernier. Donc là, l'octet de poids fort, c'est 0. Le deuxième octet de poids fort, c'est 0, puis j'ai le 0,4, puis j'ai le D2. Ou bien je pourrais faire l'inverse, envoyer l'octet de poids fort en premier et l'octet de poids faible en dernier. C'est ce qu'on appelle dans le jargon Big Endian, Little Endian, pour savoir comment ils sont envoyés. Ou bien je peux dire, je veux l'envoyer comme on fait d'habitude sur le réseau. Et je ne me souviens jamais si c'est Big Endian ou Little Endian. Et ça se fait avec le point d'exclamation. Alors, si je peux me permettre juste une toute petite clarification par rapport à ce que tu as dit. Donc, tu as une endianness qui est dépendante de ton système d'exploitation et l'endianness du réseau qui est toujours big endian. Ça, c'est la convention. Oui. Et l'endianness de ton système, sur la plupart des systèmes modernes, c'est du little endian. Donc, ce n'est pas la même que celle du réseau, ce qui oblige vraiment à faire la conversion. Et il n'y a que les systèmes d'exploitation qui sont très très vieux, genre PalmOS et ainsi de suite, qui étaient en big endian comme le réseau. D'accord. Alors la raison pour laquelle les systèmes modernes utilisent du Little Endian, c'est parce qu'apparemment c'est un petit peu plus, ça permet des petites optimisations et ça permet d'aller un peu plus vite. Mais donc du coup, nous en tant que développeurs, ça nous emmerde un petit peu parce qu'il y a toujours cette conversion. Et généralement, ce qu'on fait en C, c'est pas exactement comme en Python. En fait, il y a une fonction H2NS et N2HS, donc Network to Host ou Host to Network, qui justement, en fonction de l'architecture de ton système, s'occupe de savoir s'il y a besoin de faire une conversion ou si en fait on est déjà dans la bonne endianness. Oui. Voilà. Et en fait, H2NS et H2NL, parce qu'il faut, ça dépend de la taille de tes entiers, etc. aussi. Mais... Tout à fait. Le S c'est pour short et L c'est pour long. Et en fait, donc dans N2HS, c'est Network to Host Short. Et tu as la même version pour le long. Et puis, tu as la fonction réciproque H2NL et H2NS. Et en fait, effectivement, tu as deux considérations quand tu changes d'NDNS. C'est effectivement
le byte de poids faible et le byte de point fort, mais quand tu es sur plus que 2 octets, il y a également une permutation entre les paires, ce qui explique pourquoi il y a encore une distinction entre le S et le L. Bref, c'est le bordel, et c'est pour ça qu'il y a des fonctions qui s'occupent de faire ce qu'il faut correctement. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, et ce qui est important, c'est l'endianness est définie pour le système, celle du réseau, c'est toujours la big endian, et en pratique, celle du système, c'est toujours la little endian, et normalement, il y a une fonction qui permet de ne pas se prendre la tête. Voilà. Et donc ça, c'est pour le pack. Donc, convertir un entier en chaîne d'octets qui va passer sur un réseau. Et ensuite, à l'arrivée, il va falloir réinterpréter ces octets reçus pour avoir à nouveau un entier. Et donc, ça se fait avec unpack, qui renvoie en fait un tuple, parce qu'on peut convertir plusieurs trucs à la fois dans le même appel de fonction. Alors, je pourrais vous remettre les slides avec les différents, donc ça que j'ai copié sur Pack. Hop. Donc c'est donc Little Endian, Big Endian, Network égale Big Endian, et ensuite tout ce qu'on peut avoir comme encodage suivant tous les types de données qu'on a envie de mettre. Bon, voilà. Petite question juste pour vérifier que je ne suis pas trop à côté de la plaque. Les sockets, normalement, nous épargnent ça quand même. Non, Non. les sockets, elles envoient des chaînes d'octets. Et D'accord. donc, si tu veux envoyer un entier, il faut le convertir en chaîne d'octets d'une manière qui va te permettre de le décoder à l'arrivée. Donc, si tu veux envoyer un entier sur 4 octets, il faut que tu encodes ton entier en chaîne de 4 octets et qu'à l'arrivée, tu décodes cette chaîne de 4 octets en un entier. Request, c'est bien. Pardon. Juste une petite remarque. Si tu veux pas mourir, Fabien, et utiliser les sockets, enfin, en pratique, en Python, tu as rarement besoin d'utiliser des sockets, sauf quand tu codes ton propre client et ton propre serveur. Souvent, tu as des API qui vont bien, et typiquement, si tu fais du HTTP, effectivement, avec request, ça va te simplifier la vie, mais ça présuppose que tu as un serveur HTTP de l'autre côté. Donc ça, c'est la nuance entre les deux. Et ensuite, le jour où tu codes ton propre serveur, de toute façon, en Python, H2NS et compagnie existent également. Donc, en vrai de vrai, je ne suis pas complètement convaincu que tu as besoin de te faire des nœuds au cerveau avec pack et unpack. Voilà. Donc, pour moi, en fait, pack et unpack vont peut-être faire sens le jour où tu envoies autre chose que des trucs pour lesquels la fonction réseau est déjà prête. Mais sinon, je ne suis pas sûr que ce soit utile. Disons, j'avoue que alors je sais que ça ne serait pas du tout efficace, mais moi, quand je vois ça, j'ai envie de faire string de mon entier, puis en code bytes, j'envoie ça. Ouais, effectivement, c'est pas du tout optimal parce qu'en fait, tu vas payer un octet par digit de ton entier. Donc, si ton entier est très très grand, alors ça dépend sur combien de bits il est, mais tu vois bien qu'un entier, ça fait, je sais pas, 32 bits ou 64 bits. Dès que ton entier va faire plus de 8 caractères, en gros, c'est mort, tu as déjà payé plus cher. Oui, non, mais blague à part, je vois, je comprends. J'ai déjà souffert sur des trucs comme ça par le passé. C'est juste pour ça que je suis un peu. Mais oui, je comprends. Ok, alors je vais repasser sur le notebook. Alors ensuite, donc les exceptions. Quand ça se passe mal, il y a grosso modo 3 exceptions qui peuvent survenir. OS error, ça arrive à peu près presque tout le temps. La plupart des erreurs, c'est des OS errors. Et ensuite, il y a 2 erreurs spécifiques socket, donc une GAI error et une timeout error. Donc les timeout, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est quand vous avez spécifié un timeout pour une fonction bloquante et que vous ne voulez pas quand même attendre trop longtemps. Et une GAI error, c'est pour toute erreur qui serait en rapport avec la résolution d'adresse que j'ai mis là. Donc là, j'ai un petit exemple. Est-ce que j'ai bien arrêté le serveur? Oui, je pense. Donc là, j'exécute. C'est lent. Il essaye de faire des requêtes DNS, j'imagine. Et normalement, il affiche non, ça n'existe pas. Donc www.nonexistent.com, il n'arrive pas à le trouver.
Donc, j'ai une exception qui survient. Ok, est-ce que j'ai autre chose que... Voilà, alors je vais repasser sur... Donc, tu cherches, je confirme que le deuxième paramètre de getAdrInfo, en fait, correspond au port. Et là, en mettant W, on nomme le service au lieu de nommer le port. Donc, il peut y avoir éventuellement plusieurs ports pour un service donné. D'accord. Mais en fait, c'est ça, le deuxième paramètre, c'est le port auquel on cherche, le service auquel on cherche à se connecter. Ok. C'est un peu con parce que tu n'as pas toujours www dans le nom de ton serveur web. Et tu peux mettre 80 là, par exemple, si tu veux. Service. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. Donc, du coup, ça tendrait à... Mais alors, c'est quand même un tout petit peu... Ah oui, donc tout à l'heure, quand Sébastien a mis a mis juste le FQDN, en fait, il aurait pu mettre www.nonexistante.com, virgule, 80 par exemple, ou 443, enfin, j'en sais rien. Oui. Et ça aurait fait pareil. Et Oui. j'imagine que tu dois même pouvoir mettre un tuple de port à scanner, voire il aurait pu mettre www.links.fr, virgule www pour dire je suis intéressé par les ports web. Ça, je vais pas regarder si tu pouvais mettre plusieurs trucs. Ok. Mais ça explique en fait pourquoi il y a deux paramètres, parce que d'un point de vue réseau, il n'y a pas vraiment de raison de distinguer le nom de la machine et le nom de domaine. C'était pour ça que j'étais un peu surpris tout à l'heure. D'accord. Ah ouais. En fait, à droite, c'est le service. Ok. Merci Gérard. Fort bien. Merci. Alors maintenant, on va revenir à la question de Fabien tout à l'heure, qui est la suivante. Et si on m'a raconté dans ma jeunesse que UDP perdait des paquets, et si les paquets sont perdus, que se passe-t-il? Eh bien, en fait, le read du coup est bloquant si le paquet est perdu, soit sur le serveur au moment de la réception du truc du client, soit sur le client au moment de la réception du truc du serveur, ou bien parce que le serveur n'avait pas reçu le paquet en premier lieu et donc il ne renvoie rien. Et donc, une manière de faire, c'est c'est d'utiliser les exceptions de type timeout et de placer un timeout. Donc ici, j'ai le même client que tout à l'heure, sauf que voilà, j'envoie mon message et dès que je l'ai envoyé, je dis bon ben voilà, je fais un timeout avec un délai qui est exprimé en secondes. Ensuite, je fais un receive. Et si jamais il y a un timeout qui arrive, là, je multiplie mon délai par 2, je vais attendre encore plus. Donc là, c'est une attente qui double à chaque fois que ça ne marche pas. Excuse-moi, mais quand tu dis paquet perdu, c'est paquet perdu dans le temps d'attente. C'est-à-dire que si par exemple, tu as reçu paquet 1, paquet 2 a réellement été complètement perdu et tu reçois paquet 3 dans le délai imparti, ton client va croire que paquet 3, c'est en fait paquet 2, c'est ça? Absolument, dans cet exemple client-là. Après, si j'avais une estampille temporelle sur chacun de mes paquets et que j'attendais de recevoir la même estampille reçue du serveur, je pourrais départager les différents paquets. Mais là, c'est juste, il y a un paquet qui arrive. Ok, ça marche. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas lancer de serveur UDP. Donc normalement, le client devrait voilà, il double son temps à chaque fois jusqu'à l'infini. Et je vais l'arrêter parce que, bon, en pratique, je peux avoir envie de mettre une borne sup. Donc là, j'ai remis un timeout que je multiplie par 2. Mais si le délai est plus de 2 secondes, je considère que j'ai attendu assez. Et là, je balance une exception. Voilà. Et donc là, j'ai reçu l'exception. Le serveur a l'air down. OK. Alors, une autre raison pour laquelle on pourrait avoir envie d'utiliser un serveur un protocole qui marche sur UDP, c'est qu'on peut utiliser une adresse de broadcast pour envoyer un seul paquet à tout le sous-réseau. Et donc là, je vais lancer mon serveur UDP bien aimé.
Voilà, donc là, j'ai le serveur UDP qui tourne sur le port 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le même numéro de port ici. Donc, mon adresse IP, vous avez tous vu que c'était 192.168.1.25. Là, j'utilise l'adresse de broadcast, donc avec 255 sur la partie host de l'adresse IP. Et donc, je ne l'envoie plus à... donc là, à la place de server name, c'est l'adresse de broadcast. Donc, je l'envoie à tous les serveurs qui écoutent sur ce numéro de port, sur toutes les adresses IP de mon sous-réseau. Et quand j'envoie, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc là, par contre, mon serveur, il m'a répondu Pong. Ah oui, parce que j'ai lancé le serveur Pong, donc il ne me met pas en majuscule, il me renvoie juste Pong. Tout va bien, c'est normal. Mais donc, c'est bien ce serveur-là qui m'a répondu, et je ne lui ai pas donné son... Je n'ai pas appelé sur localhost, j'ai envoyé sur le broadcast de mon adresse locale. Je vais arrêter ce serveur. OK. Alors après, donc il y avait le problème du receive qui faisait, en fait, les fonctions send et receive en TCP, elles ont un comportement qui peut paraître un petit peu bizarre. Donc si la pile TCP/IP a suffisamment d'espace, send retourne immédiatement et tout le message que vous avez envoyé est envoyé sur TCP, sera pris en charge par TCP. Si la pile TCP est pleine, tous les buffers sont pleins, send est bloquant. Et si la pile TCP est presque pleine, send retourne immédiatement, mais seulement une partie de votre message est envoyée. Et donc, on pourrait se dire, OK, du point de vue de mon client, ce que j'aurais envie de faire pour me prémunir contre ça, c'est d'envoyer le message au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait une boucle qui, tant que tout mon message n'a pas été envoyé, je regarde combien il me reste à envoyer, je l'envoie à mon client, et ce que me renvoie send à ce moment-là, c'est combien d'octets j'ai envoyé. Donc je décrémente, et à la fin, j'aurai tout envoyé. Alors ça, on peut vérifier que ça fonctionne. Donc je vais relancer le serveur TCP sur 1, 2, 3, 5. Et je l'envoie. Alors là, évidemment, ma chaîne de caractères n'est pas hyper longue. Ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Et ça sert d'autant moins à grand-chose que sur l'adresse localhost, je n'ai même pas réussi à faire en sorte que ça ne marche pas. J'imagine que les buffers sont vraiment très très gros. Je voulais faire un exemple, mais je n'ai pas réussi à le saturer. Donc, mais si vous avez une connexion qui n'est pas rapide, genre, je sais pas, un modem RTC ou des trucs comme ça peut arriver beaucoup plus vite. Et en fait, il y a une fonction qui existe qui s'appelle sendall et qui fait à peu près ça. Donc, c'est une fonction que vous pouvez avoir envie d'utiliser. Et donc, ce dont on aurait envie, c'est d'avoir la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire de recevoir tous les octets que l'interlocuteur nous a envoyés. Mais donc, on a les mêmes problèmes. Si la pile TCP a reçu suffisamment d'informations, receive retourne immédiatement et on reçoit 4096 octets si on en a besoin. Si la TCP n'a encore rien reçu, receive est bloquant. Et si on a reçu des octets mais qu'on n'en a pas reçu 4096, on va recevoir la fraction des octets qui a été reçue et ça retourne immédiatement. Et ce dont on aurait envie, c'est d'un TCP receive-all. Mais là, il y a quand même un problème philosophique qui se pose, c'est que savoir quand est-ce que toutes les données ont été reçues, ça dépend de l'application. Et donc, il y a en gros trois grandes solutions. Donc, il y a une solution un peu brutale qui est, une fois que j'ai fini de parler, je ferme la socket. Mais là, du coup,
Si la socket est fermée, a priori, la connexion TCP n'existe plus et je ne peux plus trop répondre à mon interlocuteur. Ce que je pourrais faire, c'est envoyer des messages de taille fixe. Par exemple, tous les messages font exactement 512 octets. Et donc, si je pourrais écrire une fonction qui attend d'avoir reçu les 512 premiers octets. Ou bien, comme c'est fait dans pas mal de protocoles, je pourrais annoncer la taille du message avant d'envoyer les données. Donc, à ce moment-là, je peux décoder la taille du message avant de recevoir l'ensemble des octets pour savoir quand est-ce que mon interlocuteur a fini de parler. Ou bien, je pourrais utiliser des délimiteurs spéciaux pour annoncer la fin des données. Et quand j'ai reçu ces délimiteurs, eh bien, je suis très content et je sais que ça va bien se passer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une série de fonctions pour me dire que je vais envoyer des données en utilisant la deuxième possibilité. Donc, je vais annoncer la taille de mon message avant d'envoyer mon message, de manière à être sûr que tout va bien être envoyé et tout va bien être reçu. Donc ça, Excuse-moi, juste une petite question. Pour la stratégie avec le délimiteur, on est d'accord que ça t'obligerait à lire octet par octet côté client jusqu'à avoir le délimiteur. côté serveur, enfin, côté de celui qui reçoit, jusqu'à avoir Ouais, côté celui qui reçoit, ouais. Ouais. Parce que tu peux pas lire plus, sinon segfault, tout ça. Enfin, j'imagine que ça En fait, t'oblige à lire vraiment un non, par un. non, en fait, tu peux lire bloc par bloc et ensuite chercher s'il y a l'octet délimiteur. Et ensuite, le reste, tu le gardes pour plus tard. Ah oui, le reste c'est du bruit, ok. D'accord, ok. Ça marche. Ça pose pas de problème. Donc là, il y a une première fonction, receiveAll, qui en fait, c'est donc je lis sur une socket et je veux lire exactement length octet. Donc, tant qu'il me reste des octets à lire, je fais un receive, je regarde ce que j'ai reçu. Donc, si ça a foiré, ça veut dire que la socket a été fermée alors qu'il me restait des octets à lire. Je décrémente la longueur que je veux lire avec la taille du bloc que j'ai reçu et j'ajoute le bloc à ma liste de blocs reçus. Et à la fin, je fais un join sur une chaîne binaire. Okay. Rien de bien compliqué. Et sinon, je définis deux fonctions, putBlock et getBlock. Donc, au début, j'ai mon header, et mon header, c'est un entier encodé en format réseau. C'est ça que je vais utiliser comme codage. Donc, si je veux envoyer un message, comment je fais? Je calcule sa taille, c'est la taille du message. Ensuite, je fais un pack de la taille du bloc et je l'envoie, je fais un send-all. Donc, je vais envoyer tous les octets qui correspondent au header. Ensuite, j'envoie tous les octets qui correspondent à mon message. D'accord? Donc, j'envoie un entier, puis mon message. Pour le getBlock, j'ai ma socket. Je fais un receive all de la taille de la structure qui contient la taille de mon message. Donc, je vais lire ici, soit a priori 4 ou 8 octets suivant les cas. Et ensuite, je vais lire mon bloc en disant que je veux... non, ça c'est pas je vais lire le bloc, c'est je vais traduire les octets que j'ai reçus en taille de bloc et ensuite je vais faire une lecture de exactement cette taille-là. Et donc, comment est-ce que je modifie mon client une fois que j'ai ces fonctions? Eh bien, à la place de faire un send, je vais faire un putBlock de mon message que j'ai au préalable converti en chaîne d'octets. Et après, je vais faire un getBlock. Et sur le serveur, je fais exactement l'inverse. Donc là, je vais arrêter ce serveur-là. Où est-ce qu'il est mon serveur? Voilà, TCP server with receiveAll. Donc ça, c'est les mêmes fonctions. Et j'utilise getBlock et putBlock à la place. Serveur ready. Donc là, je suis sur le port blabla 1241. Où est-ce qu'il est ici? 1241. Très bien. Et
Ah, bon, ça marche. Donc, il a bien réussi à décoder tout ce qu'il avait besoin de décoder pour me le renvoyer. Et là, je peux envoyer des chaînes d'octets de la taille que je veux et je sais que ça va être reçu avec la bonne taille. Et quand il va me le renvoyer avec une certaine taille, je sais que ça va être reçu correctement. Voilà. Alors, je vois qu'il est 57. Juste une petite question. Oui, Là, ça implique que ton header struct soit vraiment le même des deux côtés, sinon tu oui, vas avoir un forage. Oh, d'accord. Mhm. absolument. Mhm. Absolument. Mais D'ailleurs, ça me rappelle l'explication de l'intérêt du pack et du unpack. En fait, le problème, c'est typiquement le jour où tu veux envoyer un objet sur le réseau, par exemple une instance de la classe personne, et dedans, il y a l'âge, le poids et le prénom, par exemple. La question qui va se poser, c'est est-ce que j'envoie d'abord le poids, puis l'âge, puis le prénom? Et puis d'ailleurs, l'âge et le prénom, est-ce que c'est un short, est-ce que c'est un long? Enfin, toutes ces questions qui se posent au moment de l'encodage et qu'on peut se poser et qu'on ne se pose pas en fait en Python parce qu'on se dit c'est un entier, voire même d'ailleurs en Python, on ne déclare pas que c'est un entier. Et en fait, le principe du pack, c'est justement que là, on va spécifier le typage qui est requis pour crafter le paquet avec les tailles d'entiers optimales quand c'est des entiers et ainsi de suite. Et évidemment, ce que tu fais côté serveur, tu auras à le faire côté client de manière conforme et réciproquement. oui. Alors, voilà. Donc après, bon, je vois qu'il me reste que 2 minutes, donc je pense que je vais peut-être pas trop en parler, d'autant que j'ai eu plein de problèmes. Et donc, je vous en parlerai peut-être une fois que j'aurai résolu les différents problèmes. C'est comment gérer plusieurs clients de différentes manières. Parce que, en gros, quand tu crées des threads à l'intérieur de ton notebook et que ensuite tu tues ton serveur, les threads ils restent vivants et ça fout la merde. Et j'ai pas trouvé autrement qu'en redémarrant complètement le notebook, comment faire pour gérer ce genre de truc. Donc je vous en parlerai, je vous parlerai de thread une autre fois. Le dernier exemple, voilà, c'est j'ai mon programme fait avec des requests et maintenant je veux faire la partie serveur. Mais donc je pourrais la faire en HTTP lib, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus drôle de la faire à la main. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'un petit serveur HTTP écrit avec juste au niveau socket. Donc ici, comment est-ce que ça marche? Donc là, j'ai écrit une petite fonction receive until. Et en gros, ça correspond à la stratégie numéro 3 où je vais lire jusqu'à ce que je reçois un délimiteur particulier. Et là, le délimiteur particulier qui m'intéresse, c'est le deuxième paramètre C. Donc pour l'instant, je n'ai rien reçu. Ensuite, je fais un receive, je fais un décode, parce qu'a priori, en HTTP, on m'envoie des chaînes de caractères. Si j'ai rien reçu, ça veut dire que de l'autre côté, c'est terminé, je ne recevrai plus rien. Sinon, je rajoute et ensuite, j'essaie de trouver le délimiteur dans ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est un split avec ce délimiteur-là et j'envoie le premier élément. Et donc, le client, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un receive de ce que m'envoie le client jusqu'à voir un \n. Donc, je m'intéresse à la première ligne que le client m'envoie. Ça va être typiquement la ligne où il y a le HTTP get et puis le nom du fichier. Ensuite, je regarde dans ce qu'il m'a envoyé ce qui va correspondre au get, donc au fichier. J'en extrais un pass, parce que les passes, c'est bien. Et j'affiche ce qui m'a été demandé. Je regarde si c'est un fichier. Si ce n'est pas un fichier, je dis « j'ai rien trouvé » et j'envoie au client un message HTTP 404 not found. Je suis un serveur Python HTTP serveur et je ferme la connexion et j'envoie le truc. Sinon, j'ai trouvé le fichier et là, je l'envoie. Et donc, je fais un send all au client
HTTP 200, OK, j'ai bien ton fichier. Je suis Python HTTP serveur, je ferme la connexion et ensuite j'ouvre le fichier que j'ai trouvé et je fais un send all du contenu du fichier. Et donc ensuite, à chaque connexion de client, j'obtiens une socket de connexion et j'exécute cette fonction sur la socket de mon client. Et donc là, eh bien, on peut essayer ce serveur-là. Je le lance. Ah, ça ne marche pas parce que j'ai probablement un serveur en train de tourner. Et il faut que je le retrouve. Ça doit être celui-là. Normalement, tu n'as pas besoin, si tu appuies sur stop, ça va stopper whatever is running. En principe. Hop. Et là, voilà. Donc là, mon serveur tourne. Et donc là, je n'ai pas écrit de client, donc je pourrais écrire un client Python avec des requests, mais je vais utiliser mon navigateur. Par contre, il faut que je connaisse quel est le numéro de port que j'ai mis, 1, 2, 3, 4. Donc rien ne s'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le serveur dit que point a été demandé et n'a pas été trouvé. Donc en fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a envoyé un 404 not found, mais comme dans le core, j'envoie pas de message HTML au client à afficher. Donc si j'étais avec un Chrome, il m'afficherait un message d'erreur, mais Firefox, lui, il affiche juste rien. Mais maintenant, je pourrais demander à un fichier qui existe vraiment. Et donc, un fichier qui existe vraiment, c'est le fichier Jupyter Notebook qui va a priori être trouvé. Et donc, si je le mets, eh bien, j'obtiens le contenu de mon fichier Jupyter Notebook qui m'a bien été envoyé et mon navigateur a réussi à l'afficher. Et voilà, il est 12h04, donc je vais m'arrêter là. Je vous parlerai des serveurs multi-clients un autre jour, une fois que j'aurai résolu les problèmes de thread à l'intérieur des notebooks. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'avais une petite question, c'est que là, donc souvent, on ouvre une socket et à la fin, on ferme une socket. Est-ce que tu sais si le module socket là, propose un context manager qui fait ça? Oui, c'est ce que j'ai utilisé en fait dans le serveur web. Ah pardon, oui, je n'avais pas vu. With Connection Socket à CS, handle client de CS, et donc après, je m'assure que, oui, bien sûr, il faut utiliser un context manager, parce qu'il y a plein d'exceptions, et etc. Mais voilà. Depuis que je connais les context managers, j'écris tout mon code socket avec ça. Mais, oui, bien sûr. Mais voilà, mais dans le livre, il l'utilisait pas. Peut-être dans la version 3, il l'utilise. C'est parce que les context managers n'existaient pas au début du Python 2, ils sont apparus en cours de route. Donc si le bouquin est très vieux, ça peut expliquer pourquoi ils ne les utilisaient pas. Voilà, mais oui. Context Manager est notre ami, Pass est notre ami, et voilà. Alors, dans la série des amis, pour les histoires de pack unpack, d'envoyer des structures, moi je sais que j'avais joué une fois où j'avais voulu aussi redescendre au niveau socket pour un truc particulier. Moi, c'était en C++ à l'époque, mais ça existe en Python. Il y a Google qui a fait Protobuf, et donc qui permet de définir un peu les structures qu'on échange sur le réseau, et ça génère les fonctions client-serveur des bons côtés. D'accord. Pour balancer des structs, en gros, sans avoir à aller dans le détail de comment je vais unpacker mes trucs. Donc voilà, c'est Protobuf. J'ai regardé, ça existe aussi en Python. En Python, je vais regarder aussi alors. Après, il y a une stratégie plus Fabien Spirit, c'est tu as carrément des modules en Python pour faire des échanges de fichiers XML, donc typiquement toute la partie XML RPC. Alors évidemment, ça ne va pas être aussi optimisé que du protobuf ou des sockets faits aux petits oignons comme Sébastien nous a présenté, mais voilà, si on est d'humeur flemmarde, ça peut être une manière de faire pour échanger des objets. Alors oui, donc j'ai aussi le même exemple en XML RPC.
Et on voit qu'au lieu de transférer 4 octets, on en transfère 450 ou un truc comme ça. Ah oui, bah ça c'est clair que ça va coûter beaucoup plus cher, hein. C'est pour ça qu'on peut éviter, on essaye. C'est juste une constante multiplicative, c'est rien. C'est la raison de la 500 création de Protobuf en fait par Google, hein. C'est qu'ils voulaient vraiment un truc où ils peuvent descendre au niveau socket sans avoir des 10 000 surcouches qui augmentent la taille de tout leur paquet, mais sans avoir quand même à se faire chier à chaque client écrire des packs et des unpacks. D'accord, ben je pense que Protobuf est une bonne idée pour un prochain workshop. Mais Excellente idée, Gérard, d'ailleurs, si tu veux te proposer. Bah, j'ai déjà un workshop, je crois, fin Ah oui, janvier, quand même, hein, c'est mais ça des sera petits sur Hugging Face et les le 27 modèles de janvier, deep learning. effectivement. Ouais. Effectivement, c'est vrai. D'autres questions? Ça remonte à un peu trop loin pour moi tout ça, mais c'était très intéressant de revoir un peu tout ça. Ce qui est marrant, c'est que l'interface de mémoire, elle ressemble exactement à celle du C, en fait, hein, oui, à une différence près, qui est qu'en C, on doit passer des pointeurs sur des structures un peu partout. Et donc, les erreurs qu'on obtient, c'est rarement des erreurs réseau, c'est plutôt des segfaults. Il est médisant. Non, mais c'est ça. En fait, c'est intéressant, c'est que l'API en fait ressemble exactement. Donc, ils ont respecté en gros l'API qui est très vieille. Exactement, sauf que Mais c'est en Python, donc c'est effectivement voilà, on s'épargne un peu les problèmes. moi, je faisais les TP sockets en C et 99% des erreurs, c'était un segfault sur un malloc qui avait été mal fait et on ne faisait pas de réseau vraiment. Alors qu'en Python, ils ont des erreurs de réseau. Voilà. En fait, le seul truc, c'est que comme bien souvent en Python, tu as une enveloppe autour des fonctions du C, ce qui explique pourquoi les noms sont exactement les mêmes. Et ils sont justement occupés dans la surcouche Python à faire les bonnes allocations mémoire. Donc, typiquement, les socs ADDR dont parle Sébastien et qu'il fallait effectivement allouer et initialiser correctement en C. Et ils s'occupent de faire toute la tambouille interne du C cachée dans le wrapping Python. Et au niveau Python, il ne t'expose que ce qui a un sens réellement niveau réseau. Mais c'est ce qui explique vraiment la dualité entre les deux API.